À quoi devrait servir la science, le progrès? C'est une des nombreuses questions que pose votre livre, Harry Bernas. Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Avec Vous plaisir. publiez chez Le Pommier L'île au bonheur, un livre où vous mêlez votre histoire personnelle, celle de votre famille juive qui quitte la France, l'Europe au début de la Seconde Guerre mondiale, à celle de votre activité aussi de physicien et l'histoire du nucléaire qui a conduit aussi à la catastrophe de Fukushima. Le titre de votre livre d'ailleurs, L'île au bonheur, c'est ce que signifie Fukushima en japonais. C'est une terrible ironie, non? Oui, il faut dire aussi que le Hiroshima, ça veut dire l'île de la tolérance. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. Oui. Donc l'ironie est présente dans l'histoire humaine, c'est pas un scoop, hein. Mais bon, pour moi, l'aspect biographique il est marquant parce que quand vous êtes réfugié, ce qui a été mon cas, à 5 ans, on avait traversé, je crois, 6 ou 7 pays Pour finir par arriver en à New l'espace York. de 2 ou 3 ans pour atterrir à New York. Et quand j'avais 9 ans, j'ai entendu Truman à la radio. Parler de victoire de la science. Et il parlait d'Hiroshima en parlant de victoire de la science. La photo qui est sur la couverture du livre vous donne l'exemple de la victoire de la science. Expliquez-nous justement, c'est cette ombre. Cette d'un ombre, homme. c'est l'ombre d'un homme dont le physique, dont le corps a interrompu l'irradiation en partie, et l'irradiation par la chaleur, hein. Et l'homme lui-même a été vaporisé. Et il reste son ombre sur les escaliers. Et quand vous entendez justement le président américain Truman parler de victoire de la science en parlant de ces bombes atomiques larguées sur le Japon, vous sentez déjà, à 9 ans seulement, qu'il y a un problème. Je me doute qu'il y a un problème, je veux pas exagérer. Et j'avais aucune information, aucune formation scientifique, etc. Mais ça m'a marqué le rapprochement de la science et de la mort. La mort, j'avais un peu l'habitude, si j'ose dire. J'en entendais beaucoup parler. Je pensais que la science, c'était autre chose. Et en fait, dans les années qui ont suivi, je suis quand même devenu physicien Pour quelle raison, justement? par curiosité. Par curiosité, je trouvais que c'était fascinant. Il n'y avait que des questions autour de moi. Je les découvrais au fur et à mesure. Et est-ce que c'était aussi, je le disais tout à l'heure, est-ce que c'était aussi pour... vous aviez la volonté de servir le bien commun, de servir l'humanité en étant scientifique? Beaucoup plus tard, je me suis posé ce genre de questions sous une forme un peu différente. C'est-à-dire que, en fait, je suis de la 3e génération, si j'ose dire. Les scientifiques, en 1945, à la fin du projet Manhattan, la science s'est révolutionnée. Les idées étaient prêtes, mais il n'y avait pas les moyens. Et les militaires, 90% de financement militaire, les militaires ont donné des moyens aux laboratoires pour développer toutes sortes d'activités, y compris des activités qui n'avaient rien à voir, a priori, avec le militaire. Et donc ça a complètement bouleversé la science du point de vue du progrès scientifique intrinsèque, et en même temps, ça lui a donné un rapport à la société militaire et industrielle qui a été une transformation totale. Il y avait 3000 scientifiques avant la guerre, il y en avait 300 000 en 1980, aux États-Unis, je veux dire. Et donc on a un changement total. Et ce qui m'intéresse, c'est quel est l'effet de ce changement? Oui, justement, votre livre, il a un sous-titre, hein, Homme, atome et cécité volontaire. Et cette cécité volontaire, cet aveuglement, c'est entre autres, hein, ce que vous expliquez, ce refus de voir la catastrophe arriver. En ce qui concerne Fukushima, jamais une centrale nucléaire n'aurait dû y être construite, hein, en raison du risque sismique. Et vous dites bien dans le livre que la centrale a été construite sur un mensonge dès le départ. Comment vous l'expliquez? Il y a une ignorance et un mensonge. L'ignorance, c'est que au moment où les centrales ont commencé à être construites au Japon, on ignorait des choses sur la sismicité,
la détection de la sismicité, etc. La théorie des plaques n'était pas constituée, etc. Enfin, donc il y avait de l'ignorance. Et puis il y avait un savoir, à tel point que on piochait dans les livres d'histoire pour savoir s'il y avait eu un tremblement de terre à un endroit ou pas, ou un tsunami. Bon, en 2002, là on est beaucoup plus tard, on a un savoir scientifique. En 2002, il y a un scientifique qui établit, l'histoire est absolument extraordinaire, je la raconte un peu dans le bouquin. Il y a un scientifique qui établit qu'il doit y avoir, on s'attend, on ne sait pas à quelle date évidemment, mais on s'attend prochainement à un tremblement de terre et surtout un tsunami dans la région de Fukushima. 2002. 2002. Aucune précaution n'est prise, non seulement ça, mais les comités qui s'occupent de ça au Japon, dans lesquels évidemment il y a l'industrie et le gouvernement, s'arrangent pour supprimer toute référence à un possible tsunami. Alors, vous faites un parallèle qui est assez imagé sur cet aveuglement. Vous parlez du coyote, de Tex Avery, dans votre livre, qui poursuit ce grand oiseau du désert et qui régulièrement continue de courir dans le vide jusqu'à chuter violemment. C'est ce qui s'est passé avec Fukushima. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, clairement, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'accident nucléaire autour de la centrale de Zaporijjia? Absolument. Alors ça, c'est très clair, pour une raison idiote. C'est que quand on tire des missiles ou même des balles de canon ordinaires sur le système qui assure l'alimentation en eau de la centrale. Et le refroidissement, donc. Et le refroidissement, on crée les conditions d'une fusion du cœur, ce qui s'est passé à Fukushima, par exemple. Et on découvre à cette occasion que sûreté nucléaire et sécurité nucléaire, c'est la même chose. C'est-à-dire ? C'est intéressant. C'est-à-dire que la sécurité, dont on a toujours dit, mais c'est une affaire de militaires, il faut surveiller, etc., etc. Non, une centrale civile est tout à fait capable de devenir une arme. Merci à vous, Harry Bernas, d'être venu nous parler de votre livre, L'île au bonheur, qui est publié chez Le Pommier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'est la fin de votre journal international. Merci à vous d'avoir été avec nous.